Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre Tech Démo, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions numériques suisses. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir une partie de l'équipe de l'entreprise Diginov avec Christopher Bouza, qui est donc CIO. Bonjour et bienvenue. Accompagné de Franck Barré, qui est responsable des technologies. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous présenter une solution qui s'appelle une solution HMI. On switch en anglais pour le coup. Et donc qui est, en gros, je résume, mais vous allez vraiment nous présenter ça en détail, une interface logicielle connectée pour piloter et automatiser la production industrielle. On se réjouit de voir tout ça. Merci beaucoup Delphine pour l'accueil sur la plateforme Alpict. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on est là pour pouvoir découvrir ce logiciel qui permet à un être humain de piloter une machine industrielle et qui s'appelle HMI pour Human Machine Interface. Je me présente, je m'appelle Christopher Bouzas. J'ai goûté à la programmation à l'âge de 13 ans et depuis, je suis accro. J'ai dédié les 18 dernières années de ma vie à superviser des projets d'innovation logicielle pour l'industrie. Et aujourd'hui, je suis le cofondateur et le directeur de la société Diginov. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Franck. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente aussi, je m'appelle Franck Barré et je suis aussi addict à la programmation, comme Christopher. J'ai commencé mon parcours professionnel en tant qu'automaticien à programmer des machines industrielles. Puis, je me suis orienté plutôt dans l'informatique pour devenir ingénieur en conception logicielle. J'ai participé activement à la création du produit que nous allons vous présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'occupe le rôle de responsable des technologies chez Diginov. Donc Diginov, c'est une société qui est spécialisée dans la création de logiciels pour l'industrie et particulièrement dans les logiciels qui sont liés à la production. On a 3 cœurs d'activité. Le premier, c'est la création d'HMI, d'une part pour aider l'utilisateur de la machine, mais également pour apporter plus de capacité dans les machines, plus de flexibilité, plus d'efficacité. On travaille également sur de la vision industrielle, et notamment de la vision par deep learning, qui permet de faire du contrôle automatisé, notamment du contrôle d'aspect ou la détection de défauts. Et le troisième pan, c'est de la digitalisation de la production, ou de l'utilisation des données machines, dans le but d'optimiser les processus industriels. On a fondé Diginov pour apporter plus d'efficacité, plus de flexibilité et plus d'intelligence dans les logiciels industriels. En fait, d'un côté, on a de la chance d'être dans un pays où il y a un grand savoir-faire et des produits qui rayonnent à travers le monde. L'horlogerie est un des jolis exemples. Ils ont réussi à pousser le génie mécanique au rang d'art, et aujourd'hui, c'est une des cartes de visite de notre pays. De l'autre côté, on a des nouvelles technologies qui apportent des opportunités pour repousser les limites de l'automatisation et de la digitalisation. Et chez Diginov, on dédie notre énergie à faciliter cette rencontre et finalement à soutenir à notre échelle l'industrie pour qu'elle reste locale, forte et à la pointe. Notre équipe, elle rassemble une vingtaine d'ingénieurs qui couvrent les différentes compétences nécessaires pour faire aujourd'hui de l'informatique industrielle moderne. Donc ça va de l'automatisation jusqu'à la data, en passant par de l'UX design et de l'architecture logicielle. On travaille pour plus de 60 clients, notamment en Suisse romande. C'est aussi bien des PME que des multinationales qui sont actives dans des domaines comme typiquement l'horlogerie, le médical, les devices électroniques et la microtechnique. Et on a réalisé plus de 200 projets d'innovation pour ces clients. Au fur et à mesure de ces projets, on a remarqué finalement que le logiciel y prend une place de plus en plus importante chez les fabricants de machines et que malheureusement, ce logiciel, il coûte quand même assez cher. Pour bien comprendre le contexte, je vais partager avec vous un cas d'un fabricant d'une centaine d'employés, de collaborateurs, qui a partagé avec nous les défis qu'il rencontrait au quotidien et que finalement, on voit que c'est des défis qui nous sont souvent reportés. On a déjà le premier, c'est cette forte concurrence, tant au niveau de la capacité de la machine, des délais et des coûts. À côté de ça, il y a une pénurie de personnel qualifié, et notamment dans le logiciel, où ces compétences elles sont aussi demandées par d'autres secteurs, comme les assurances ou comme les banques. On a également le niveau de fonctionnalité qui est demandé ou attendu sur une machine en standard qui ne cesse d'augmenter. Donc on peut avoir de l'audit trail, de la centralisation de données, de la gestion de droits complexes, et ça, c'est que quelques exemples.
Et en plus, la facilité d'utilisation et l'intuitivité sont des éléments qui sont très importants pour qu'un opérateur il soit rapidement efficace avec sa machine. Et le dernier élément qui est également très important, c'est tous les aspects de cybersécurité et d'intégration dans l'IT du client, où là également les exigences elles ne cessent d'augmenter. Ce fabricant, en fait, il a mené des réflexions stratégiques pour se demander où est-ce qu'il devait passer son temps, où est-ce qu'il devait concentrer en fait les ressources qu'il a en interne, finalement là où il est efficace et là où ça apporte de la valeur ajoutée à ses produits. Et donc du coup, il a décidé de s'appuyer sur une solution HMI d'une société dont c'est le métier, pour que lui puisse focaliser son équipe sur de la mécanique, sur de l'automatisation et également sur des fonctionnalités qui sont propres à sa machine. C'est pour des clients comme ça qu'on a créé Diginov HMI. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, pour réaliser une HMI, une des approches, c'est d'ouvrir un logiciel qui s'appelle un logiciel SCADA, qui nous permet de cliquer-glisser des composants qui peuvent être des LED, des cuves ou différents éléments graphiques, et ensuite on les connecte au logiciel machine. Évidemment, ça prend du temps. Une des premières caractéristiques de notre produit, c'est d'apporter en standard, sans aucun effort de développement, tous les écrans qu'il faut pour opérer une machine. Je vous propose qu'on voie ça en images. Tout à fait. Et concrètement, les fabricants de machines industriels utilisent souvent un environnement PLC pour programmer et développer leurs machines. Cet environnement PLC, c'est simplement le PC de contrôle de la machine, où un automaticien qui a l'habitude de travailler dans un tel environnement va pouvoir programmer, développer son logiciel et faire toute l'automatisation de sa machine. Ici, sous vos yeux, nous avons l'environnement de PLC Beckhoff, qui est très populaire dans notre région, mais ça pourrait très bien être un Fanuc ou encore un Siemens. Il en existe plein sur le marché. C'est ici que l'automaticien a l'habitude de travailler. Ici, on peut voir des variables en tout genre, qui sont les paramètres de notre machine, et différents éléments directement liés à la machine. C'est ici qu'intervient notre produit, Diginov HMI. Il suffit de le démarrer, de se connecter au PLC, et comme par magie, nous avons directement une interface prête à l'emploi. Ici, pour l'exemple, je vous ai déjà préparé l'interface avec la connexion directement faite au PLC. Ici, j'ai ajouté un PLC parce que je pourrais en avoir très bien plusieurs de connectés en même temps à la machine. Et j'ai simplement défini l'adresse IP à laquelle me connecter. Ici, tout fonctionne en local sur ma machine. Quand on imagine une machine en production, dans une halle de production, ce qu'on veut qu'elle fasse, c'est qu'elle produise des pièces. Pour ce faire, c'est l'opérateur qui va venir intervenir sur la machine pour la démarrer, la mettre en production et exécuter toute la production, tout simplement. La première chose que l'opérateur va vouloir faire dans notre interface, c'est se connecter directement avec sa session. Ici, nous avons une gestion des utilisateurs locale à la machine et notre opérateur peut venir simplement, avec son nom et son mot de passe, se connecter sur la chaîne. La première chose qu'il souhaite faire, c'est voir la supervision de la machine. En effet, c'est ici qu'il va voir une synoptique de la machine avec les différents états de cette dernière pour savoir si elle fonctionne correctement ou non. On a typiquement les états des capteurs, des palettiseurs, des robots, des convoyeurs et bien d'autres. Il peut retrouver aussi l'état de sa production, où il voit le nombre de pièces qu'il a produites, combien il en reste à faire et dans combien de temps elle va se terminer. Ici aussi, il peut retrouver le temps de cycle de production par pièce, ce qui lui permet de savoir un peu ce qui se passe en temps réel. Directement ici, en bas, il peut aussi intervenir sur la machine pour démarrer, stopper, enclencher l'éclairage, fermer la porte, toutes les fonctionnalités principales de la machine. Une fois qu'il souhaite lancer sa production, l'opérateur va vouloir dire à la machine quelle pièce il souhaite produire, parce que la machine elle peut très bien produire différents types de pièces. Pour ce faire, il va devoir définir la recette qu'il souhaite utiliser. Donc ici, nous avons deux recettes, la part 238 et la part 237. Une recette, c'est simplement un groupe de paramètres spécifiques pour chacun des produits. Et là, l'opérateur, dans notre cas, a chargé la part 238 pour faire sa production. Lorsqu'il lance sa production, il se peut qu'il y ait des événements inattendus, comme par exemple le robot qui lâche une pièce pendant qu'il est en train de fonctionner. Ces événements, c'est ce qu'on appelle des alarmes ou des notifications qui peuvent être plus ou moins graves, qui peuvent même arrêter la production, suivant comment. Ici, pour l'exemple, je vous ai mis en place une alarme où l'opérateur est directement notifié comme une barre de notification sur un téléphone, avec un centre de notification qui peut venir ouvrir pour voir toutes ces alarmes. Ici, nous avons une alarme pour indiquer qu'il n'y a pas de connexion au capteur. Cette alarme n'est pas acquittable par l'opérateur, car c'est directement le PLC qui va l'acquitter, mais on pourrait très bien avoir d'autres stratégies d'alarme, on est très flexible à ce niveau-là. S'il ne sait pas comment résoudre l'alarme qu'il rencontre durant sa production, il serait intéressé de voir la documentation de la machine. Et souvent, c'est un classeur qui traîne on ne sait pas trop où dans l'atelier.
Donc là, ce qu'il va faire, c'est que, enfin, grâce à Diginova HMI, on peut venir directement charger notre documentation sous la forme d'un PDF directement dans la HMI. Ainsi, il peut venir voir typiquement quelles sont les alarmes qui sont présentes. Ici, on avait l'alarme 004, par exemple. Pour avoir encore plus d'accessibilité, l'opérateur il peut changer la langue de son interface pour passer en français ou revenir tout simplement en anglais. Et il peut même aussi changer le thème pour avoir un thème plus clair ou plus foncé. La plateforme en propose deux, un clair et un foncé. Le deuxième intervenant qui va vouloir travailler avec la machine, c'est le régleur. Comme son nom l'indique, le régleur va vouloir régler la machine et donc paramétrer les différents éléments de la machine. Ici, je vais me connecter avec le régleur. Et comme vous pouvez le voir, avec le rôle régleur, l'utilisateur a beaucoup plus de fonctionnalités disponibles dans l'HMI que l'opérateur. Ici, typiquement, nous avons une page en plus, mais nous avons aussi la possibilité de modifier les recettes, ce que ne pouvait pas faire l'opérateur. Dans l'édition des recettes, ici nous avons un seul paramètre qui est le vacuum. Le vacuum, c'est l'aspiration du robot, la force d'aspiration du robot. Et ici, elle est spécifique pour chacune des pièces parce que dépendamment de la pièce, le poids peut changer et du coup on a besoin d'aspirer plus ou moins fort pour la pièce. Donc le régleur peut venir paramétrer ces paramètres ici et sauvegarder la recette. Ensuite, il y a des paramètres globaux à la machine que le régleur souhaite aussi régler pour préparer la production. C'est ce qu'on retrouve dans la page configuration. Cette page est très intéressante car l'interface s'est directement connectée au PLC, a remonté tous les paramètres qui étaient nécessaires pour le régleur et les a automatiquement mis dans cette interface. Donc c'est ce qu'on appelle les pages autogénérées. Et sans aucun effort, nous avons tous les paramètres qui intéressent le régleur directement dans ces pages. On retrouve typiquement la configuration du palettiseur avec les vitesses d'accélération, etc. des différents moteurs de ce dernier, ou d'autres paramètres machine ou le robot, etc. Ensuite, quand il intervient un événement sur la production, il se peut que le régleur et l'opérateur n'aient pas réussi à résoudre la panne. Donc ces derniers vont appeler la maintenance. La maintenance va aussi vouloir se connecter à travers l'interface utilisateur. Et cette dernière a encore plus d'accès que le régleur. Pour faire son diagnostic et comprendre comment s'est produite la panne, la première chose que va faire la maintenance, c'est vouloir regarder l'historique des événements pour savoir ce qui s'est passé sur la machine. Ici, elle va voir combien de fois l'alarme est survenue, la fréquence d'apparition et qui était présent sur le poste à ce moment-là, afin de diagnostiquer. Pour aller encore plus loin dans le diagnostic et comprendre ce qui s'est passé avec l'activité normale de l'application, elle peut aussi consulter les logs directement depuis l'application. Dans certains domaines, comme le pharmaceutique ou le médical, il est possible qu'on souhaite tracer toutes les opérations que sont faites par l'utilisateur, que ce soit des actions ou de l'édition de paramètres. C'est ce qu'on appelle l'audit trail. La maintenance peut aussi venir consulter cet audit trail pour savoir ce qui s'est produit, qui a fait certaines modifications. Là, on peut voir typiquement que le régleur a sauvé la recette de la part 238. Cette fonctionnalité est obligatoire pour ce genre de domaine, pour atteindre les qualités, les processus standards pharmaceutiques ou médicaux. Cette fonctionnalité est vraiment primordiale pour eux. Et avec Diginova HMI, vous pouvez l'avoir sans aucun effort, directement intégré dans votre HMI. Dépendamment, pour finir sa maintenance, la maintenance souhaite voir les différents éléments de fonctionnement du logiciel et typiquement savoir sur quel logiciel il travaille actuellement. Donc ici, il peut venir voir dans la page à propos la version du logiciel, les versions des librairies tierces, mais aussi toutes les fonctionnalités et options de la machine, car la machine pourrait avoir certaines fonctionnalités qui sont désactivées. Et dépendamment de la stratégie de votre entreprise, il se peut que la maintenance ait à définir les droits d'utilisateur. Donc dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on l'a fait dans cet exemple. Ici, la maintenance peut venir ajouter et supprimer des opérateurs, ajouter ou supprimer des rôles. Ces rôles vont donner des permissions d'accès à des ressources comme des pages, des boutons ou autres éléments, et définir ces rôles sur les utilisateurs. Ici, nous avons une gestion des utilisateurs locales, mais on pourrait très bien avoir une gestion des utilisateurs LDAP qui va permettre aux utilisateurs de se connecter directement avec leur session PC et qui apporte beaucoup plus de sécurité. Comme vous pouvez le voir, avec ces fonctionnalités standards, on couvre quasiment tout le besoin de ces différents utilisateurs et de ces différents intervenants qui ont besoin de l'interface. Merci Franck. Donc tous ces écrans, ils sont finalement en standard, ils ne nécessitent aucun effort de développement. C'est vraiment des écrans qui sont là out of the box et qui offrent plusieurs avantages. D'une part, la partie économie, il n'y a pas besoin de le développer. On a également la partie time to market, c'est-à-dire qu'une fois que l'automaticien il a fini de créer le programme machine,
on peut directement passer au réglage de la machine sans avoir à attendre que les spécialistes HMI aient fait le travail. Et on a également un fort impact sur la standardisation qui permet vraiment de simplifier la maintenabilité du logiciel. Alors là, on a vu beaucoup des fonctionnalités qui sont plutôt logicielles. Évidemment, dans le concret, les fabricants de machines, ils ont souvent à personnaliser. Et on voit deux aspects ou deux grands domaines dans lesquels ils veulent personnaliser la solution. D'une part, c'est pour prendre cette base et l'adapter à leurs besoins spécifiques pour l'ensemble de leurs machines, donc finalement de créer leur propre standard avec leur branding, avec les fonctionnalités qui sont propres à leur machine. Et une fois qu'ils ont mis en place ce standard, ils ont des fois des demandes particulières de certains clients et ils veulent développer des spécificités pour eux. Et alors du coup, on a vraiment conçu Diginova HMI pour qu'il soit entièrement personnalisable et qu'il réponde à deux approches qu'on a déjà vues, qu'on rencontre régulièrement sur le marché. D'une part, avec un modèle en SCADA, où on va cliquer-glisser différents composants, ce qui permet à des automaticiens de créer des pages synoptiques ou de créer des pages manuelles sans avoir à devenir des as du développement logiciel. C'est vraiment très simple. La deuxième approche, c'est plutôt avec du développement en WPF et bientôt en Blazor, qui sont deux langages qui sont portés par Microsoft pour faire des applications qui sont desktop ou web, et où là, ça offre vraiment un grand pouvoir de personnalisation, que ce soit tant dans les services, dans les fonctionnalités ou aussi dans les écrans de l'application. On nous a en fait commenté ou reporté que finalement aujourd'hui, pour faire ce genre de choses avec les SCADA, tant qu'on utilise les fonctionnalités standards du SCADA, c'est super, ça va vite, c'est top. Par contre, quand il faut commencer à personnaliser, parce que typiquement les alarmes ne conviennent pas ou la gestion des données ne convient pas, c'est là que les ennuis commencent. Là, on est vraiment très différent avec Diginova HMI, parce qu'on est directement dans l'environnement de développement et on a vraiment une très grande liberté pour personnaliser les fonctionnalités à ses besoins. Le mieux, c'est de voir ça concrètement. Tout à fait. Et c'est vraiment un souhait pour nous, à travers Diginova HMI, que tous nos utilisateurs puissent accéder et créer des pages facilement. Donc même les automaticiens qui n'ont pas forcément l'habitude de l'environnement Visual Studio. Et pour vous démontrer cela, je vais vous proposer de faire une page manuelle qu'on va construire ensemble directement et sur laquelle on va vouloir que notre opérateur puisse activer ou non l'aspiration du robot pour venir prendre des pièces en manuel. Ici, nous avons notre page manuelle qui est dessinée directement dans le Visual Studio, sur lequel je peux venir glisser, déposer différents éléments, comme une image représentant mon robot, que je vais redimensionner juste pour qu'elle passe directement dans mon écran. Voilà. Ensuite, nous pouvons, à l'aide de la boîte à outils à gauche, nous pouvons ajouter différents éléments, comme des boutons ou des LED, ou ce genre d'éléments. Ici, je vais juste ajouter un bouton et une LED pour faire très simple. Le bouton va nous permettre d'activer directement notre vacuum, donc enclencher l'aspiration de notre robot. Et la LED va témoigner de si l'aspiration est active ou non. Dans les propriétés du bouton, je peux venir modifier son titre pour avoir quelque chose de un peu plus pratique que le titre qui est présent ici. Donc ici, je vais mettre Start Vacuum. Et dans le titre de la LED, je vais simplement mettre Vacuum pour signifier que c'est l'enclenchement ou le désenclenchement du vacuum. Ensuite, ces éléments, je vais vouloir les connecter à mon PLC. Donc on va retourner dans l'environnement TwinCat, sur lequel je vais vouloir chercher les différentes variables auxquelles connecter ces éléments. Ici, nous avons le B-vacuuming dans la structure ST-vacuum robot. Je peux venir copier le pass de cette variable va m'indiquer si le vacuum est enclenché ou non. Et directement dans mes propriétés ici, je peux venir coller mon chemin d'accès à ma variable, tout simplement. Avant cela, je dois ajouter le préfixe du nom du PLC. Comme je vous l'ai dit précédemment, on peut avoir plusieurs PLC connectés en même temps. Et dans la page, nous avions créé un PLC qui s'appelait TwinCat. Donc je vais simplement préfixer mon pass pour lui indiquer que c'est dans ce PLC-là que je souhaite connecter cette variable. Ensuite, je vais faire la même chose pour le bouton, tout simplement. Donc ici, je vais dans mon PLC, récupérer le ST-vacuum-execute, qui est simplement la commande pour lancer l'aspiration sur mon robot, tout simplement. Et pareil, je dois préfixer avec le nom de mon PLC. Et voilà, en quelques clics, j'ai réalisé une page qui est fonctionnelle. Je vous propose qu'on la teste en direct. Avec ce SCADA, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire déjà beaucoup de pages avec différents outils. Donc là, je vous présente simplement un bouton et une LED, mais on pourrait aussi imaginer avoir un aperçu des axes pour voir où sont positionnés les différents éléments directement dans notre machine. Et si on se rend donc dans notre page manuelle, on peut venir
cliquer sur le bouton et on voit que le vacuum s'enclenche. Alors, ça paraît un peu simple ici, mais il faut bien vous dire que nous avons exécuté une commande dans le PLC. Le PLC a démarré le vacuum et nous a retransmis l'information. Donc on a vraiment tout cet échange qui est fait automatiquement en quelques clics. Cette partie est très simple pour faire les cas d'utilisation les plus simples et des vues très facilement. Néanmoins, on peut vouloir aller plus loin et faire des vues beaucoup plus complexes et beaucoup plus riches. C'est là où notre plateforme est très permissive, car elle permet d'accéder à tout l'écosystème .NET, qui est très puissant, qui vous permet d'afficher n'importe quel élément graphique que vous souhaitez. Et pour faire cet exemple, j'ai déjà préparé pour la démo, pour faciliter la démo et pour aller un peu plus rapidement, une vue que nous avons conçue directement en WPF, donc avec du code XAML pour décrire la vue et du code C# pour définir la logique de notre vue. Nous sommes partis d'un exemple simple, d'un cas qu'on pourrait rencontrer directement sur les machines, où les opérateurs doivent s'échanger des messages. Les opérateurs, lorsqu'ils finissent la production, ils peuvent vouloir dire au prochain opérateur qui va travailler sur la machine qu'est-ce qui s'est passé pendant sa production. Par exemple, j'ai rencontré l'alarme que nous avons précédemment vue ou d'autres éléments. Et souvent, c'est fait avec des post-it ou des feuilles volantes qui se perdent facilement où l'opérateur n'a pas vu le message, etc. Donc pour éviter ceci, on a imaginé ce scénario où on souhaiterait répondre à cette problématique de manière full personnalisée, directement en code, en faisant un petit chat où les opérateurs peuvent écrire des messages, les laisser sur la machine, comme ça le prochain opérateur peut directement les voir. Ici par exemple, l'opérateur peut taper « J'ai rencontré l'alarme 004 » et simplement le voyer. Comme ça le prochain opérateur pourra se connecter et voir le message. Cette interface est très intéressante parce qu'elle ressemble à un chat classique qu'on pourrait rencontrer sur notre smartphone. C'est donc là où on peut voir toute la puissance du .NET. Vous pouvez faire n'importe quelle vue, n'importe quel élément visuel ou graphique que vous souhaitez faire, que ce soit afficher vos pièces en 3D ou encore à suivre l'exécution de votre G-code en continu ou un graphique en tout genre pour suivre vos données. Le .NET vous permet de faire ça de manière très efficace. Ce que nous montre Franck là avec la facilité de personnalisation du système que propose Diginov HMI me permet de faire le lien avec un autre élément qui est très important dans les logiciels industriels, c'est la pérennité. En fait, il faut savoir qu'une machine, son cycle de vie, c'est plusieurs décennies dans une halle de production. Et pendant ce temps, il faut être capable de faire la maintenance. Ce qui veut dire de corriger des anomalies, de rajouter des fonctionnalités ou alors d'apporter des mises à jour de sécurité. On a vraiment intégré cette contrainte dans Diginov HMI tant sur le plan technique qu'au niveau de son business model. Donc déjà, on a réfléchi à mettre des dépendances dures que sur des choses qui sont très pérennes. Et là, c'est le cas pour le langage C# et la plateforme .NET, qui sont finalement au cœur de la stratégie de Microsoft pour le développement logiciel, donc quelque chose qui est très solide. Ensuite, on a mis en place une architecture modulaire avec un conteneur d'injection qui permet de bien séparer les services et à les rendre très facilement personnalisables, et en plus de bien séparer tout ce qui est vue et modèle, ce qui permet de changer de framework graphique. Donc aujourd'hui avec du WPF, demain du Blazor, et dans 5 ans le suivant qui va apparaître. Et puis on a encore un élément, c'est la partie des plugins. Donc du coup, d'avoir une architecture qui nous rend capable de créer un cœur applicatif très solide, qui est bien testé, bien solide pour le standard, mais après de mettre les spécialités, qui sont les spécialités des clients, dans des modules séparés, sans avoir à impacter le cœur de notre applicatif. Franck, je t'invite à creuser un peu plus techniquement ce sujet de pérennité qui est important. Tout à fait. Comme je vous ai présenté avant, Diginov apporte beaucoup de modules qui ont été développés par nous, en fait, tout simplement. Mais le .NET apporte aussi un environnement riche, tout un écosystème. Le .NET, en fait, c'est un framework qui est open source et cross-platform, qui vous permet de faire du développement web, du développement mobile et desktop, du cloud, des microservices, de l'Internet of Things ou encore de l'intelligence artificielle. Il apporte aussi les outils modernes de la gestion de programmes, comme le déploiement continu ou l'intégration continue. Il permet aussi de faire des tests automatisés pour garantir la non-régression de vos applicatifs. Il apporte aussi une grande communauté. Il est très apprécié par les développeurs à travers le monde. Et si vous rencontrez une difficulté lorsque vous développez sur cet environnement, vous pouvez sans autre consulter sur Internet d'autres développeurs à travers le monde et ils sauront vous répondre. En parlant des développeurs,
ce qu'ils aiment bien, c'est quand ils ont validé, testé et déployé leur application, c'est de ne pas devoir tout remodifier pour apporter des nouvelles fonctionnalités. Mais on aime bien apporter quand même de nouvelles fonctionnalités à notre produit. Et dans ce cas-là, pour ne pas les fâcher, ce qu'on peut faire, c'est des plugins. Ici, grâce à DigiNov HMI, nous avons la possibilité d'ajouter des plugins à notre application. Et pour la démonstration ici, je vous ai déjà préparé un petit plugin. Ici, il me suffit de l'ajouter à mon interface et comme vous pouvez le voir, ce plugin a déjà modifié mon interface visuellement. Donc là, il a transformé les couleurs bleues en rose, tout simplement. Et il a aussi ajouté des nouveaux éléments visuels directement dans les pages autogénérées. On peut ajouter des composants graphiques, des nouvelles pages, bref, à peu près ce qu'on veut, mais aussi des services et des fonctionnalités pour enrichir vos applications. C'est un très bon moyen de proposer des options à vos clients, qu'elles soient payantes ou non, mais aussi de protéger le savoir-faire de vos clients en l'intégrant dans un plugin que eux seuls ont accès. Donc on a vu jusqu'à présent des fonctionnalités qu'on s'attend à voir pour un logiciel HMI moderne. Finalement, une solution qui soit efficace, une solution qui soit personnalisable, une solution qui soit pérenne. Maintenant, quand on se balade dans les halles de production, on voit en effet des machines, il y a des machines d'usinage et des machines d'assemblage, mais on voit également tout ce qui est des instruments de contrôle qui permettent de valider la qualité de la pièce. Et donc du coup, pour couvrir ce cas d'usage aussi, on a mis des fonctionnalités de testing et de vision directement au cœur de la plateforme. Ça veut dire que DigiNov HMI aujourd'hui est capable de piloter des machines, mais également de faire du contrôle des instruments de test. On va vous montrer maintenant du coup une application qui s'appelle DigiNov Inspect, qui est simplement un packaging de DigiNov HMI spécialisé pour faire du contrôle automatisé. Tout à fait. Et concrètement, dans ce domaine, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent une équipe en charge de la qualité qui va vouloir valider les pièces produites par notre machine précédemment. Pour ce faire, elle va vouloir définir les références qui sont simplement les types de pièces qu'elle doit contrôler, et elle va vouloir définir des inspections, pour dire, par exemple, qu'on veut mesurer la dimension d'une pièce, par exemple sa largeur ou sa hauteur. Et comme la production est faite par lot, elle va vouloir aussi définir le même lot pour faire correspondre les résultats avec le lot de production. Et ici, on a par exemple un lot de 120 pièces. Une fois qu'elle a configuré tout ça dans DigiInspect, elle va pouvoir laisser l'opérateur effectuer les mesures. Pour ce faire, il va pouvoir accéder au même logiciel sur lequel il va pouvoir commencer ses inspections. Ici, il va mettre la pièce devant l'instrument de mesure et démarrer son inspection. Ici, comme je vous ai dit, on vient simplement mesurer la largeur de la pièce et on peut voir que la première mesure est bonne et qu'elle correspond à la valeur attendue et qu'elle est dans les tolérances qui ont été configurées par l'équipe en charge de la qualité. Ici, il peut valider ou non sa mesure, ce qui lui permet, s'il a fait une erreur lors du positionnement de la pièce, de pouvoir corriger et refaire sa mesure. Et ici, pour l'exemple, je vous ai fourni une autre pièce qui, cette fois-ci, ne rentre pas dans les tolérances pour vous présenter un résultat erroné. C'est très intéressant que l'équipe en charge de la qualité soit autonome. Malheureusement, pour faire des inspections, très souvent, il est nécessaire d'avoir un développeur qui puisse redévelopper l'inspection pour tester les pièces et modifier le test. Pour apporter un maximum d'autonomie, DigiNov HMI propose aux équipes chargées de la qualité de venir créer leurs inspections en no-code. Pour ce faire, il suffit de venir éditer les inspections. Et directement ici, on se retrouve avec une vue de séquenceur qui me permet de définir une séquence. Une séquence, c'est simplement une suite d'opérations. Et typiquement ici, je viens prendre une image, extraire une ligne à gauche, extraire une ligne à droite, mesurer la distance entre ces deux lignes et appliquer un tolérancement, tout simplement une tolérance sur la mesure qui a été faite. Cette séquence a été simplement créée en cliquer-déposer en prenant des éléments sur la gauche et de la toolbox et en venant les déposer dans la séquence directement. Ces outils ont été enrichis par plugins. Ici, nous avons mis un plugin de vision qui nous permet de faire de la métrologie, mais on pourrait très bien imaginer un plugin pour faire des mesures électriques, par exemple. Grâce à ceci, l'équipe chargée de la qualité est 100% autonome et peut faire ses inspections comme bon il leur semble et répondre aux qualités qui est attendues par leur entreprise. En réalité, ce qu'on voit, c'est que sur les machines, on a de plus en plus des équipements de contrôle, genre une caméra qui s'installe dedans. Et inversement, sur les instruments de contrôle, on voit de plus en plus d'automation. Grâce à DigiNov HMI, on peut vraiment combiner ces deux éléments au sein d'une même application. Et donc, du coup, ça devient assez simple, comme illustré dans l'image, de finalement se connecter au PLC pour piloter la machine, d'avoir un élément de contrôle qui permet de faire de la vision ou par un autre système des tests, et avec cette mesure, d'auto-corriger la machine pour qu'elle produise juste les prochaines pièces.
Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le closed loop manufacturing, ou la production en boucle fermée. Et donc du coup, on voit, c'est très joli les possibilités qu'on a, dès qu'on a, de manière assez simple en fait, qu'on a avec Diginov HMI. En plus, Diginov HMI et le .NET offrent vraiment un grand écosystème pour pouvoir apporter des fonctionnalités évoluées. Je dirais, on a aussi des facilités pour se connecter aux données, donc que les collecter, pour les traiter, pour les stocker, pour les diffuser. On a également un module qui permet de faire de la centralisation de données, c'est-à-dire de partager les recettes entre tous les équipements qui sont dans la halle de production ou de remonter aussi les données dans un endroit centralisé. Il y a aussi Microsoft qui est au niveau de la sécurité très actif pour fournir des librairies sécurisées. Et on a aussi des professionnels qui ont vraiment pris ce sujet à cœur et qui offrent des modules avec un plus haut niveau de confiance. Évidemment, il y a aussi des technologies ces temps qui font la une des journaux depuis environ 1 an. Donc du coup, on voulait profiter de cette tech démo pour partager avec vous une nouvelle fonctionnalité. C'est selon nous quelque chose qui est inédit aujourd'hui sur des applications machines, sur des HMI machines. Et donc du coup, c'est aujourd'hui en primeur sur Diginov HMI. Franck, à toi l'honneur. Merci pour cette introduction, Chris. En effet, on a beaucoup entendu parler d'assistants IA ces derniers temps, boostés à l'aide de modèles LLM. Et pour cette tech démo, nous avions l'envie de vous partager, d'aller plus loin et de vous proposer l'intégration d'un LLM directement dans le chat que nous avons développé précédemment. Oh, wow. C'est ultra intéressant car l'opérateur peut venir sur la machine et au lieu d'aller consulter la documentation pour savoir à quoi sert la machine, etc., il peut directement aller sur le chat et lui demander à quoi sert la machine, par exemple. Ici, évidemment, notre assistant IA a reçu les données au préalable de la documentation de la machine. Donc, tout ce que je lui ai transmis, c'est la documentation que je vous ai présentée en PDF avant. Et l'assistant est capable de me répondre que la machine est un système automatisé de palettisation conçu pour manipuler, organiser et empiler des charges sur des palettes en vue de leur transport ou stockage. Donc là, il est vraiment très au courant de à quoi sert cette machine. L'opérateur peut aussi demander où trouver le temps de cycle des pièces. L'assistant IA est aussi capable d'avoir des informations étant donné qu'il a vu dans la documentation les écrans HMI, il est capable de savoir où se trouvent ces différents éléments. Ici, il va me répondre, le temps de cycle de la pièce peut être consulté via le tableau de bord de production sur l'interface Home-Machine de la machine. Notre opérateur peut aussi se demander que signifie l'alarme que nous avons rencontrée avant, donc c'était l'alarme 004. Et ici, l'intelligence artificielle a aussi reçu la description des alarmes. Et ici, il va nous dire qu'elle indique qu'aucun capteur n'est détecté par le système pour les fonctions d'inspection ou de nettoyage. Cela peut être dû au fait qu'un capteur est mal proché, donc il va même me dire la cause d'où peut venir le problème et aussi comment le résoudre. Donc c'est vraiment une approche très intéressante et beaucoup plus dynamique qu'une documentation papier ou en PDF directement dans la chaîne. Cet exemple, et c'est juste un exemple pour vous illustrer le fait qu'avec .NET, nous pouvons intégrer les dernières technologies d'intelligence artificielle et là, libre cours à votre imagination pour intégrer n'importe quelle intelligence artificielle pour faire de l'analyse de données, de la maintenance prédictive ou pourquoi pas parler avec la voix directement à votre machine. C'est beau, merci Franck pour cette démonstration. On voit finalement que Diginov HMI facilite la diffusion des technologies en rendant très facile l'ouverture sur toutes les technologies qui sont compatibles avec le .NET, et il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on voit un cas où plutôt que ce soit l'opérateur qui doit passer du temps à aller chercher son information, on utilise un assistant IA pour lui apporter l'information et qui gagne du temps. Mais comme l'a dit Franck, c'est qu'un exemple. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau technique, on a carrément des potentiels qui sont quasi illimités. Voilà, on arrive déjà au bout des fonctionnalités qu'on voulait vous montrer dans le cadre de cette tech démo. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que Diginov HMI, c'est bien plus qu'une HMI. C'est finalement un point de rencontre entre la machine, entre l'humain et puis ces technologies IT. Et donc du coup, on a d'un côté le fait de devoir piloter une machine, donc de se connecter à la machine, et de l'autre côté au système d'information de l'entreprise pour recevoir les ordres de fabrication ou remonter les données. Et donc on arrive vraiment, grâce à Diginov HMI, à créer un pont entre l'IT et l'OT. Pour résumer, Diginov HMI aujourd'hui, ce que ça apporte aux fabricants de machines, c'est déjà des économies en temps et en argent,
parce qu'il faut savoir que de mettre en place une solution HMI, ça coûte cher tant à développer qu'à maintenir. Et on voit ici qu'on apporte toute une série de fonctionnalités qui sont nécessaires à la plupart des fabricants de machines. Et donc, du coup, en mutualisant les coûts entre les différentes sociétés intéressées, tout en gardant la porte à mettre le spécifique à l'intérieur, dans des modules qui sont dédiés. On a également de la pérennité qu'on apporte, c'est un sujet important, où on voit qu'aujourd'hui, il y a assez souvent le logiciel, le savoir-faire logiciel qui est concentré sur quelques personnes clés. Et donc, du coup, c'est vrai que s'il arrive un incident ou un départ, c'est tout de suite une situation très difficile à gérer. Avec Diginov HMI, vous assurez du multi-sourcing. D'un côté, votre équipe qui le maîtrise, de l'autre côté, Diginov. Et donc, du coup, s'il se passe quelque chose, ça permet de le gérer de manière plus sereine et de pouvoir assurer de la continuité dans la maîtrise de votre know-how. Dernier élément, c'est de l'innovation. Finalement, vous pouvez vous concentrer sur votre métier. Là, finalement, où vous avez de l'expertise et de la valeur ajoutée pour apporter des fonctions sur vos machines. Et nous, on s'occupe finalement d'apporter des nouvelles technologies pour que vous puissiez diffuser l'innovation jusqu'à vos clients. Voilà, bien entendu, maintenant, on est à disposition. Donc, je dirais, on est déjà à disposition pour venir chez vous, vous présenter un petit peu plus ce qu'il y a dans Diginov HMI. On met également à disposition des kits d'évaluation pour que vous puissiez tester ces fonctionnalités à votre bureau. On participe également dans des phases de réflexion sous forme d'études pour partager les retours d'expérience qu'on a et permettre de choisir la bonne stratégie logicielle pour votre avenir. Et ça arrive évidemment qu'on propose d'utiliser Diginov HMI, mais ça arrive aussi qu'on propose d'utiliser autre chose. Ça dépend vraiment des besoins et de contextes particuliers dans lesquels vous êtes. Et puis pour l'heure, on est disponible pour répondre à des éventuelles questions. Absolument. Moi, j'en ai plein. Magnifique. Merci infiniment pour cette présentation et j'ai envie de dire qu'à l'image de l'industrie suisse, c'était vraiment très clair, moderne et on a l'impression qu'on peut l'utiliser demain au sein des parcs de machines et chez les industriels. Ma première question, c'est justement quelles sont les grandes étapes pour intégrer vos solutions chez des clients? Qu'on se projette un petit peu en tant qu'industriel. Donc l'étape, je dirais, la plus importante, c'est la décision de changer de solution. Parce que souvent, aujourd'hui, évidemment, les sociétés n'ont pas attendu Diginov pour avoir une HMI sur leur machine, et donc ils utilisent un système qui est en place. Ce qu'on remarque, c'est que finalement, ces solutions, elles ont une stratégie où elles sont très bien le jour où elles sortent, puis après, au fur et à mesure du temps, elles deviennent vieillissantes, obsolètes, où il y a des limitations techniques qui posent problème. Nous, on accompagne typiquement de nombreux clients qui veulent passer de LabVIEW à un système .NET plus ouvert pour faire des HMI parce que forcément, aujourd'hui, on a une plus grande ouverture et possibilités. Ce qui n'est pas évident, c'est que la date de changement, elle n'est pas très claire. En fait, on peut toujours faire un petit peu plus avec la technologie jusqu'à que finalement, on arrive au dernier moment où il faut changer. Donc, on accumule finalement de la dette, mais ce n'est pas toujours évident de faire ce grand saut pour changer. Et là, pour aider, en fait, on a une méthodologie. Donc, on commence souvent par une étude qui permet de comprendre quel est le savoir-faire qui a été accumulé à l'intérieur du logiciel, parce que souvent, c'est des logiciels qui sont là depuis très longtemps, et donc il faut commencer par être sûr qu'on va pérenniser ce savoir-faire et donc bien le comprendre. Donc on a une étude qui nous permet de rentrer dedans, qui nous permet d'évaluer les technologies qui peuvent prendre sens pour le client. Et puis ensuite, après, il y a différentes phases du projet qui se déroulent, avec une analyse et conception. Ça permet de développer les plans du logiciel, parce qu'aujourd'hui, on voit encore chez les industriels que le logiciel, il est dans la tête des gens. Et donc, nous, on a une technique qui permet de mettre ce savoir-faire sur papier, comme pour faire des plans des machines, en fait. Et là, on ne fait pas vraiment de l'informatique. On travaille vraiment sur la connaissance. Donc, ça a de la valeur, même tout court. Puis, une fois qu'on a ça, ça devient assez facile de mettre ça en place au niveau de l'implémentation. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a des clients qui partent pour une première machine avec le standard. Ils mettent juste leur couleur et ils démarrent. Donc ça, c'est vraiment très rapide. Et il y en a d'autres qui souhaitent directement mettre en place leur standard à eux. Et donc là, ça prend un petit peu plus de temps. Ça peut être de l'ordre de mois jusqu'à 6 mois, selon l'effort qu'ils ont à investir pour avoir leur fonctionnalité disponible. Tu réponds en partie un petit peu à ma prochaine question, mais j'aime bien parler de fourchette de prix pour ce type de solution. Les industriels sont aussi très au clair sur les sous qu'ils ont à disposition pour se digitaliser. J'imagine qu'on peut commencer justement
tout doucement en mode test avec une première interface plugin, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais en gros, si on doit se projeter un petit peu en tant qu'industriel pour digitaliser l'ensemble des machines, quelles sont les fourchettes de prix pour ces solutions, pour vos solutions? Donc, on va parler un petit peu du business model. Donc, là, on a une approche qui est assez traditionnelle avec des SDK et des runtime. Donc, les SDK donnent accès au kit de développement, au support à la maintenance, aux mises à jour. On fait plusieurs mises à jour par année, en fait, où on apporte des nouvelles fonctionnalités ou des correctifs, ou alors des mises à jour de fonctionnalités de sécurité. Et après, il y a les licences runtime. Donc, ça, c'est une licence qu'il faut mettre sur chaque machine qui va utiliser la solution, qui se paye une fois et qui est ensuite illimitée dans le temps. Donc ça, c'est une des premières approches. On a également une approche alternative pour des clients qui veulent plus s'impliquer avec la plateforme, donc un modèle de collaboration plus ouvert, où là, on a une approche qui a plus de runtime par machine. Et puis, à côté de ça, il faut savoir qu'on offre de l'expertise pour faire de la montée en compétences de leur équipe, ou alors se mettre en soutien. Donc, on a des gens qui veulent juste être très autonomes et fonctionner qu'avec leur équipe, et d'autres qui utilisent l'équipe Diginov comme extension de la leur quand ils ont des pics de charge. Pour revenir très clairement à la question, donc le kit d'évaluation, il est presque gratuit. Et ensuite, il n'y a pas besoin de payer jusqu'au moment où il y a la première machine à sortir. Et après, les licences, elles dépendent de la complexité de la machine et du volume. Mais ça commence à quelques centaines de francs et ça va à quelques milliers de francs par machine. Une question que j'avais aussi quand on commence ce type de projet, est-ce qu'il faut que les machines aient une certaine modernité ? Est-ce qu'un parc de machines peut être trop ancienne pour ne plus fonctionner avec vos outils, ou finalement vous avez quand même des modules d'interconnectivité adéquates? Tout à fait. Bien, on a fait une possibilité. Ça dépend beaucoup du PLC qui est sur la machine. Ici, comme je vous ai présenté, c'est un PLC Beckhoff. Je vous ai parlé avant de Fanuc ou de Siemens. Mais aujourd'hui, ils ont tous un moyen de communication différent. Et c'est surtout ça qui va être le secret pour que l'interface puisse se connecter. Nous, on propose quelques interfaces de connexion, comme ADS pour l'environnement Beckhoff, mais aussi pour Siemens ou Fanuc. Et derrière, dépendamment du besoin exprimé par nos clients, s'ils souhaitent connecter un vieil automate qui n'a même pas de communication Internet, là, ça va être plus compliqué, évidemment. Il va falloir qu'on trouve un autre moyen avec un autre PLC qui vient interagir avec des I/O ou autres directement sur le PLC. Mais enfin, ça dépend beaucoup du hardware qu'on a à disposition. Dans la majorité des cas, dans les protocoles Ethernet et les plus courants, nous, on les intègre. Mais ensuite, par plugin, on peut venir ajouter d'autres modules si le client souhaite supporter un protocole de communication plus ancien, par exemple. De manière générale, les industriels en Suisse sont plutôt bien équipés. Ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est qu'effectivement, ils sont assez bien équipés. En tout cas, nous, souvent, après peut-être une 20 ou trentaine d'années de service, une machine, elle est souvent rétrofitée, ce qu'on appelle. Donc, on vient lui ajouter un nouveau PLC, un nouveau PC de contrôle, et on vient ajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, très souvent, on rencontre soit ce cas de rétrofit, soit des nouvelles machines, tout simplement, avec de l'équipement assez moderne. Mais aujourd'hui, on n'a pas rencontré des difficultés où on avait des vieux automates, dans l'industrie, en tout cas, en Suisse. C'est bien équipé en termes de matériel ou en termes plus de HMI, du coup Modernité des machines, finalement. Est-ce que si elles ont plus de 50 ans, est-ce qu'il y a encore des industriels qui font tourner des machines qui ont plus de 50 ans? Ouais, alors 50, ça commence à devenir beaucoup, mais en fait, on voit, dès qu'il y a... C'est ça qui est un peu compliqué avec cette pérennité, c'est qu'en fait, une fois qu'elle tourne, tant qu'elle tourne, souvent, on dit dans l'industrie que si ça marche, il ne faut pas toucher. Et donc, avec cette logique, ils produisent très, très longtemps. Donc effectivement, il y en a certaines où ils sont des fois mal à l'aise pour savoir comment ils vont intervenir s'il y a un problème sur cette machine. Il y avait cette question de savoir-faire aussi. Ouais. Du coup, j'avais aussi... je t'ai vu tout à l'heure faire... tu as dit en quelques clics, on arrive à faire ça. Tout à fait. Quel est un petit peu le changement ou les compétences qu'un opérateur doit aujourd'hui avoir avec ces solutions? Je sais que vous faites aussi de l'accompagnement, mais comment il se transforme ce métier? Ici, le développeur automaticien, effectivement, il peut accéder à cette partie SCADA en no-code, donc très facile. Donc ça, avec une petite formation ou un petit accompagnement d'une demi-journée, il arrive facilement à se mettre sur le système et à comprendre les fonctionnalités de base.
Ensuite, pour un développeur qui souhaite développer vraiment des interfaces graphiques, comme on a fait pour le chat, dans l'exemple ici, là, s'il ne connaît pas l'environnement .NET, il va falloir qu'il se forme, et là, ça prend un peu plus de temps. On peut aussi accompagner les équipes à se former dans la partie environnement .NET. Et pour l'aspect opérateur et utilisation de l'HMI, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on offre vraiment des interfaces qui sont standards. Le but, c'est vraiment d'homogénéiser la production pour qu'il y ait les mêmes interfaces partout, et ainsi réduire l'information qu'un opérateur nécessite pour opérer une machine. Parce qu'il va retrouver ces éléments à chaque fois au même endroit, et ce sera beaucoup plus facile de passer d'une machine à l'autre directement dans sa production. Donc il y a deux, pour compléter ce que dit Franck, là il y a vraiment deux aspects assez différents. C'est celui qui va utiliser la machine, où là la tendance au niveau des compétences de ces personnes, c'est de baisser le niveau de compétences qu'il faut pour l'opérer, que ce soit naturel, à l'image des smartphones. Hein, on a vraiment beaucoup de fonctionnalités, il n'y a personne qui lit un guide utilisateur. Et c'est vrai que pour certaines formations, pour certaines machines, il y a des fois besoin de beaucoup se former. Donc ça c'est un premier aspect. Par contre, du coup, si on parle des compétences chez les fabricants de machines, là, c'est déjà, si on prend un peu l'histoire, c'est plutôt le génie mécanique qui a fait aujourd'hui le succès de la place industrielle suisse. Et donc, même à la base, il n'y avait que de la mécanique. Il a fallu rajouter de l'automatisation. Donc ça, c'était déjà il y a un petit moment. Et on voit qu'il y a depuis une dizaine d'années la place du logiciel qui est de plus en plus importante. Et il y a finalement des équipes logicielles qui se sont installées chez ces fabricants de machines. Donc, soit des gens qui sont très logiciels, soit pour les automaticiens, on voit aussi qu'on commence à tirer un petit peu sur ces compétences-là. Et c'est pour ça que dans le produit d'Iginov HMI, on a ces deux façons de personnaliser. Une très simple pour les automaticiens qui sont dans la partie vraiment SCADA plutôt, et ceux qui sont plus à l'aise, qui puissent commencer à rentrer dans la partie programmation. Vous avez utilisé le mot no-code. Ouais. Je trouve ça ultra intéressant. Peut-être quelques mots là-dessus. Le no-code, ça signifie un petit peu qu'on n'a pas besoin de savoir coder. Donc, du coup, on peut, entre guillemets, déplacer des éléments pour arriver à que la machine fasse ce que l'on souhaite. Est-ce que ça marche réellement comme ça? Est-ce que quand même on a besoin de comprendre un petit peu comment ça fonctionne derrière tout ça? Enfin, quelle est un peu votre vision sur le no-code dans le monde industriel? Pour le no-code, typiquement à la maison, moi j'utilise du no-code pour faire ma domotique, et pour ça, ça va très bien. En effet, j'ai mes différents modules, par exemple mes lumières que je peux venir brancher pour dire, dès que je dis bonjour, automatiquement ça vient allumer la lumière ou ce genre de choses. Donc ça marche très bien. On a quand même quelques limitations en tant que développeur, on est toujours un petit peu frustré avec ces outils. C'est pour ça qu'on parle souvent de low-code, qui est un peu une alternative entre le no-code, mais aussi où on peut faire un peu des scripts pour aller un peu plus loin dans le no-code. Dans le produit d'Iginov HMI, ici c'est très intéressant parce qu'on peut faire une séquence en no-code directement avec les outils dès qu'ils sont disponibles. Néanmoins, c'est une première version d'interface, on aimerait bien l'améliorer pour qu'on puisse encore aller plus loin, tant sur la partie no-code mais aussi sur la partie low-code, donc aussi avec des opérations où on peut faire des scripts ou ce genre de choses, et enrichir cette plateforme avec cette mentalité low-code dans l'industrie. Pour compléter aussi là sur la partie no-code, forcément c'est presque un buzzword, un peu comme assistant IA. Aujourd'hui, ce qu'on réfléchit vraiment, c'est comment ces technologies, elles sont vraiment utilisées, elles sont pratiques en fait dans le domaine de l'industrie. On l'a vu dans deux façons aujourd'hui du no-code. La partie où on peut personnaliser des écrans pour la HMI, et on l'a vu aussi dans la partie vision. Et ça, c'est complètement un autre utilisateur. Ça, c'est plutôt vraiment quand on est chez un horloger, par exemple, qui a un département qui gère la qualité. Ils ont leur logiciel en place, et quand ils veulent rajouter une nouvelle montre, ils ne veulent pas avoir à revenir vers leur fournisseur logiciel ou de vision. Ils veulent pouvoir, eux, personnaliser ça. Et donc, il y a aussi du no-code pour les utilisateurs finaux. C'est un autre endroit où, finalement, c'est pratique. Par contre, il y a quelque chose quand même qui est philosophiquement très différent des solutions qu'on trouve en standard. Par exemple, quand on prend un SCADA, la base d'un SCADA, c'est de faire du no-code ou du low-code. Et si on veut aller un peu plus loin, il y a du scripting ou des autres alternatives pour commencer à coder. Mais du coup, c'est d'abord du no-code et ensuite, on essaye de venir faire de la personnalisation. d'Iginov HMI, c'est l'inverse. On est d'abord dans un environnement de développement très ouvert et on a une possibilité de venir faire du no-code. Et c'est ça qui rend beaucoup plus ouvert cette solution sur le monde .NET, sur le monde des technologies. Justement, je voulais arriver sur ce point. Vous avez parlé tout à l'heure de communauté. Ça m'a fait un petit peu penser à l'open source. Je ne sais pas si ça avait un lien avec ça au moment où vous en avez parlé. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité aussi dans l'industrie avec toute cette digitalisation, cette communauté, cette open source? Ou est-ce que vous êtes en avance?
Donc, ce qu'on voit, en tout cas, quand on étudie de manière assez macro le marché, on voit que c'est très segmenté, hein. Les fabricants de machines, ils ont, quand on regarde un petit peu les HMI, bah déjà, les solutions qu'ils utilisent, les HMI, il n'y a pas un standard qui s'est développé où tout le monde utilise ça. C'est plutôt chacun ses solutions. Mhm. Donc aujourd'hui, quand on parle de communauté, on parle plus de communauté au niveau technologique, plus au niveau de ce qui se fait pour se rassembler. Ok. Mais évidemment, dans notre vision qu'on a de cette plateforme, c'est d'apporter cette plateforme comme une plateforme collaborative pour tous les fabricants de machines suisses. Et donc, du coup, que ce soit une plateforme qui apporte ces composants que tout le monde doit développer chez eux, hein, la gestion des droits, la traduction, ce genre de choses, une architecture solide et évolutive, c'est beaucoup de frais, en fait, et c'est pas là qu'est la valeur ajoutée. Et c'est vraiment notre vision, c'est que on puisse créer cette communauté de fabricants qui s'appuient sur cette plateforme. Mhm. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu des clients récemment qui sont montés, qui ont utilisé la plateforme, et dans leur phase d'adoption, ils sont allés rencontrer des clients déjà actuels, et en discutant avec eux, ils se sont dit, mais cette plateforme, finalement, on a un accès assez important à la plateforme, et même si Diginov, ils ne sont pas disponibles, entre les personnes qui maîtrisent la plateforme, ils sont déjà très autonomes, en fait, même sans nous. Et cet esprit-là, on souhaite continuer à le développer. On pense que c'est vraiment l'avenir. Les nouvelles générations dans ce monde industriel a en fait cette approche, si je comprends bien. On tend vers ça. En fait, on sent que l'informatique est de plus en plus présent dans l'industrie et apporte toute cette partie open source que les développeurs informatiques aiment bien. Et on sent que la nouvelle génération souhaite pousser un peu dans l'open source, mais il est toujours un peu compliqué de tout publier en open source, étant donné que le processus développé dans une machine automatisée, c'est la plus-value du fabricant. sûr, Donc cette bien partie-là, Ouais. elle est toujours un petit peu protégée par les fabricants, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais sur la partie autre, les outils, etc., il y a de plus en plus d'open source dans ce milieu aussi. Puis après, c'est de l'open source un peu particulier parce qu'évidemment, vu qu'on veut de la pérennité, ils veulent s'assurer qu'il y a quelqu'un qui maintient et ça sur le long terme. Et pas une communauté. Enfin, il y a vraiment Bien un sûr. organisme qui s'engage. Donc, on est en train d'essayer de trouver le chemin hybride entre les deux chemins pour réussir à vraiment répondre à cette problématique de pérennité, mais aussi en donnant un grand accès aux fabricants de machines qui utilisent notre plateforme. Un autre point que vous avez mentionné qui est la cybersécurité et notamment le choix, alors j'imagine qu'il y a plusieurs choix, c'était une des questions de Microsoft. Comment vous faites vos choix technologiques et qu'est-ce que Microsoft apporte? Est-ce que vous travaillez aussi avec d'autres operation systems? Allez-y. Aujourd'hui, on travaille principalement avec Microsoft à travers l'environnement .NET, donc à travers ce framework. Il est proposé toutes les solutions de cybersécurité modernes et puis évoluées. Eux, ils s'occupent vraiment très souvent à travers leur mise à jour, donc à environ une par année, de mettre à jour l'algorithme de cryptographie, toute la cybersécurité, etc. Et à travers ce framework, c'est notre rôle justement de faire un peu de la veille technologique là-dessus aussi et d'implémenter les dernières bonnes pratiques en termes de cybersécurité qui sont poussées notamment dans ce cas-là par Microsoft, mais aussi plus généralement à travers toute la communauté de développeurs et de pouvoir les intégrer directement dans la plateforme pour les proposer à nos clients. Ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, chaque thématique, la gestion des données, l'assistant IA, la sécurité, toutes ces thématiques, elles deviennent très très pointues et c'est difficile d'être expert dans tous ces domaines. Ouais. Et donc notre parti pris, c'est plutôt d'être intégrateur de tout ça, d'avoir une plateforme qui peut aller prendre le meilleur de chaque société qui s'est spécialisée. Et qu'on puisse, nous, plutôt, on est dans le chemin de prendre des technologies qui sont assez générales, parce que la sécurité, ça s'applique aux bancaires, aux assurances, à d'autres domaines, et de réussir à le packager dans Diginov HMI pour répondre aux problématiques qu'on a dans l'industrie. Le problème, tu parlais de données, un des grands défis dans les entreprises, c'est aussi de collecter la donnée, collecter l'information et puis arriver à en faire quelque chose et en tout cas à la mettre à plusieurs endroits pour l'exploiter. Comment vous réglez ce défi? Comment vous arrivez à aller attraper cette information pour qu'on puisse vraiment bénéficier de votre solution? Avec le produit Diginov HMI, comme on se connecte au PLC directement et à la machine, on peut tout à fait venir connecter les différentes valeurs et donc les différentes données qui sont produites par la machine. Et avec cette remontée de données, c'est très facile dans cet environnement .NET de s'interfacer avec un MES ou n'importe quel autre système pour venir remonter ces données et ensuite pouvoir les travailler. Rien n'empêche ensuite, avec l'environnement .NET, de construire des intelligences artificielles pour le traitement de ces données ou faire ce qu'ils souhaitent avec leurs données. Ça, c'est sur le plan technique. Après, il y a un plan organisationnel. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les sociétés de production, on a les gens qui sont chargés de l'industrialisation ou des machines, en fait. Et ça, c'est des gens qui sont très proches des machines et de la prod.
Et après, on a l'IT chez les clients. Et l'IT, eux, ils sont dans une autre problématique. Enfin, ils sont dans une autre problématique, c'est la standardisation et veiller à que l'ensemble de la société soit protégé. Sauf que dans la halle de production, des fois, ils ont besoin d'avoir une machine particulière qui est fournie par un équipementier qui n'est pas dans les standards de l'entreprise. Et là, il y a une logique aussi plus de personnes, en fait, de réussir à mettre autour de la même table les gens qui ont les besoins terrain de la machine, les contraintes qui viennent de l'IT pour protéger toute la société, puis de les faire discuter ensemble. Et là, le fait qu'on a aussi des compétences qui vont de l'automation à la data, ça permet d'aider aussi à ces discussions. Mais je dirais sur le plan technique, on a beaucoup d'ouverture. Et après, c'est aussi de comprendre comment se sécurise le client et comment on peut accompagner en respect en fait, des normes qu'ils ont mis en place. Vous nous avez montré en avant-première votre nouveau module d'IA avec des Large Language Models. Merci infiniment, on est très honorés que ce soit annoncé sur la chaîne d'Alpacity. Quel est le pouvoir, selon vous, de l'IA sur le futur de tous vos services et solutions informatiques? Comment vous imaginez ce futur dans les industries? À titre personnel, j'ai l'impression que l'IA va nous apporter beaucoup. Elle nous apporte déjà beaucoup. Aujourd'hui, en tant que développeur, je l'utilise pour comprendre comment fonctionnent certains mécanismes et pouvoir les appliquer dans mes développements. Et c'est dans cette volonté qu'on a aussi envie, à travers 19HMI, de pousser ces intelligences artificielles pour qu'elles puissent aider typiquement les opérateurs, comme on l'a eu dans notre exemple, sous la forme de documentation ou de la formation ou d'autres choses. Donc on croit vraiment que l'intelligence artificielle puisse aider les personnes pour comprendre les données, comprendre comment ça fonctionne à travers des formations, ce genre de choses. Mais aussi dans la partie plutôt technique, où on a aussi pu évaluer des projets de maintenance prédictive ou ce genre de choses, où là on a de l'intelligence artificielle qui va détecter s'il y a une maintenance qui est nécessaire à la machine et donc garantir une plus longue pérennité pour changer les éléments avant qu'ils se cassent, en fait, tout simplement, en production. Donc ça apporterait en plus une couche de proactivité Complètement, qu'on a un petit peu, mais qu'on pourrait davantage développer. Oui, ça peut aller selon nous, ça va aller en plusieurs étapes. C'est difficile de savoir où on sera dans 10 ans. Quand on voit un peu l'Internet au début, il y avait Internet, aujourd'hui c'est absolument partout. Je pense que pour l'IA, on est dans quelque chose de ce goût-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les technologies sont matures et elles permettent déjà d'être en soutien à un humain. C'est-à-dire de venir, quand il a lui des questions, lui aider à son travail. Évidemment, le décideur, ça reste l'opérateur, le régleur ou quelqu'un d'humain. Après, il y a effectivement des modules à valeur ajoutée qui vont pouvoir venir, eux, triguer en fait un événement en disant là, il faudrait faire attention à ce point de la machine, ou etc. Et peut-être qu'un jour, on le pense, il y aura plus d'autonomie dans les machines et qu'elles seront carrément autonomes et ce serait plutôt elles qui vont venir demander à un opérateur, là, j'ai besoin de quelque chose, aide-moi. Donc il y a vraiment même plus la proactivité, c'est l'autonomie. Voilà. On ne sait pas exactement jusqu'où et à quelle vitesse ça va aller, mais ce qu'on tenait avec DigiNovaChemie, c'est d'être prêt, d'avoir ces technologies qui sont dedans et au fur et à mesure des besoins et des évolutions qu'on peut faire, pousser, avancer. C'est ce qu'on veut vraiment apporter aux fabricants de machines. Notre façon de contribuer finalement à leur compétitivité, on ne peut pas forcément diminuer le coût du travail en Suisse ou des éléments qui sont un peu plus macro et où on n'a pas d'impact. Mais sur la partie innovation, là, on souhaite vraiment être moteur et puis proposer des choses qui ne sont pas partout. Si je comprends bien, et j'ai ça en tête depuis un petit peu le début quand je regarde toute la démo, on profite en fait d'un système un petit peu à la Tesla où le logiciel en fait vient apporter les dernières nouveautés à ceux qui utilisent en tout cas le hardware qui est la voiture pour l'exemple de Tesla, si on peut avoir cette image-là. Oui, je pense que c'est une très belle image, exactement. De toute façon, la voiture est aussi une machine. Exactement, elle a 4 roues et elle roule. Et on voit en fait ce qui a été capable de faire en rajoutant du logiciel en fait. Ouais. Et c'est très pratique pour prévenir des accidents, pour aider à la conduite. Et effectivement, je pense que sur les machines, on est à ce stade-là maintenant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup automatisé des machines. Aujourd'hui, on en est à digitaliser des machines. Messieurs, merci infiniment. Merci pour la qualité de cette présentation et aussi pour tout ce que vous faites. Je suis vraiment bluffée d'une certaine manière. Et voilà, j'indique à ceux qui nous regardent aujourd'hui n'hésitez pas, on va vous écrire et n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Iginov. C'est la fin de cette tech démo. On vous retrouve le mois prochain avec une autre tech démo et puis on vous souhaite un très bon appétit.